Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Ngouda Fall Kane. On ne le présente plus au Sénégalais. Ngouda Fall Kane est diplômé en banque et finance de l'École nationale d'administration et de la magistrature au Sénégal. Ngouda Fall Kane a occupé d'importantes fonctions dans l'administration sénégalaise, dont 25 ans en qualité de comptable direct du Trésor. Avant de présider de 2005 à 2021 la CENTIF, il rejoint plus tard le corps des IGE et Inspection générale d'État à partir de 2012, avant d'être détaché au ministère de l'Économie et des Finances du Plan comme secrétaire général. Aujourd'hui, M. Ngouda Fall Kane bénéficie d'une retraite paisible, mais il continue à suivre l'actualité au Sénégal. C'est pourquoi il a sorti ce livre qui s'appelle « Criminalité financière en Afrique et moins de lutte, l'exemple du Sénégal ». Je vous rappelle que Ngouda Fall Kane a été le patron de la CENTIF, la cellule qui traquait les délits financiers dans notre pays et le blanchiment d'argent. Monsieur Ngouda Fall, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce livre? Merci Alassane. Je vous remercie d'avoir bien voulu en tout cas m'inviter à cette émission. Pourquoi ce livre? C'est très simple. Je voulais apporter ma contribution, en tout cas, à la lutte contre ce phénomène universel, lutte contre la corruption, contre la criminalité économique et financière, qui n'est pas une spécificité africaine, mais qui est à la limite universelle. Je voulais donc apporter ma contribution sur la base, en tout cas, de ce que j'ai vécu, apporter aussi proposer des solutions d'amélioration, si vous voulez, du dispositif national de lutte contre la criminalité financière dans notre pays. Vous évoquez dans le site beaucoup de situations auxquelles vous avez été confronté dans la lutte contre la corruption et la criminalité au Sénégal. Tout à fait. Dans l'affaire Ségura, la fameuse affaire, vous revenez sur cette affaire. En quoi cette affaire était importante pour le Sénégal? Oui, je crois que les Sénégalais ne doivent pas oublier certaines affaires, particulièrement celle de Ségura, fonctionnaire international du FMI, qui avait une mission bien précise dans ce pays, qui quitte le Sénégal avec une valise pleine d'euros, et qui a mis finalement, en tout cas, le Sénégal sur la sellette. Parce qu'on ne comprenait pas ce geste de l'autorité à l'époque. C'est un geste qui n'était pas compris, que personne ne pouvait comprendre, et qui relevait d'une démarche de corruption. Donc, et cela a mis en mal, en tout cas, la notoriété, n'est-ce pas, de notre pays. Donc, je voulais que, du fait de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie continue dans l'exemple, rappeler certaines affaires, dont l'affaire Ségura, qui ne doit pas être oubliée par les Sénégalais. Vous avez aussi parlé de chantier de Thiès en parlant de ces désaccords entre le président Abdoulaye Wade d'alors et Idriss Seck, qui avait provoqué l'annulation de la fête de l'indépendance à Thiès. Et ça aboutit, vous dites, à des accords de Rebeuss. Mais tout à fait, mais c'est malheureux cette affaire-là. On n'en parle plus. Et c'est malheureux, c'est des milliards qui ont été dépensés pour rien du tout. Pour rien du tout. Absolument rien. Le Trésor a décaissé presque 40 milliards sur l'affaire des chantiers de Thiès. Pour absolument rien du tout. Finalement, ça a abouti à un accord politique. Ça a abouti à un accord politique. Et ce qui a été considéré comme perte et profit. Perte et profit. Et ce qui est malheureux dans cette affaire, en réalité, le président Wade a attaqué son ancien premier ministre pour des préoccupations d'ordre personnel. Ce n'était pas l'État du Sénégal qui l'intéressait. Il disait à celui qui voulait l'entendre, il m'a pris de l'argent. Il m'a pris de l'argent, il l'a donné à un avocat, etc., etc. Il m'a pris 40 milliards. Et il m'a pris ceci ou cela. Donc, c'est malheureux. Et c'est une affaire qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas passer certaines affaires sous, comme vous le dites, en perte de profit. C'est des fonds de l'État.
c'est les fonds des Sénégalais. Mais il y a eu beaucoup d'affaires au Sénégal. Mais beaucoup d'affaires. Qui ont abouti à des accords politiques, Oui. qui ont englouti des milliards. Et au fond, est-ce que l'argent des contribuables est respecté dans ce pays? Non, pas du tout. Particulièrement pendant cette période. Il y a eu des accords qu'on n'a jamais compris. Qu'on n'a jamais compris. Hein? Les gens disent que les accords de Rebus n'existent pas. Mais c'est faux. Ça existe. Ça existe. Pourquoi il a été blanchi? Hein? Hein? Où se trouve aujourd'hui l'argent? Comment l'argent qui a été décaissé à l'époque pour la fête de l'indépendance de Thiès, mais où est-ce que c'est? Comment on l'a dépensé? Les gens ont oublié. Mais ça, j'ai voulu le mettre au goût du jour pour que les Sénégalais se rappellent que pendant une période donnée, il y avait un gaspillage extraordinaire des fonds de l'État. Vous êtes aussi revenu sur l'affaire Sunéor. L'affaire Sunéor, le bradage de Sunéor et d'autres affaires également. Hein? D'autres affaires. Les ICS. Avec Jérôme Godard. Ah oui, avec Godard. J'ai eu l'avantage de voyager, j'allais à Chypre. J'ai eu l'avantage de voyager avec Godard dans le même avion. On était côte à côte. Mais c'est malheureux cette affaire-là. Donc il y a des affaires mais les chantiers de Thiès, mais l'affaire également de Karim Wade, c'est une affaire également qu'on ne doit pas oublier. Oui, vous parlez de la réactivation de la CREI. Aujourd'hui, oui. La CREI semble être morte sa belle mort. Beaucoup disent que la CREI a été réactivée par Macky Sall, et rien que c'était pour neutraliser Karim Wade. Depuis lors, les personnalités qui ont été citées ont été blanchies, on ne parle plus de la CREI. Le procureur de la CREI est en train de dormir. Mais, moi, si j'ai un conseil à donner au président Macky Sall, au nom de la transparence, au nom de la lutte contre la corruption, au nom de la lutte contre le gaspillage des ressources, n'est-ce pas, de ce pays, si j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'on puisse permettre à la CREI de continuer à faire son travail sur les dossiers qui, semble-t-il, sont entre ses mains. Je crois que cela est important. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la CREI soit dans une situation de, comment on appelle ça, de coma pratiquement, ne donne pas raison à ceux qui considéraient que la CREI a été réactivée juste pour éliminer des adversaires politiques? Oui, vous savez, Alassane, moi j'évite toujours dans ma vie de faire des affirmations fortuites. Je veux, quand je donne des affirmations, que j'ai la preuve de ce que je dis. Mais dans les faits. Mais aujourd'hui, si ce que j'ai, la requête que je... C'est une requête, c'est une demande que je fais au président de la République. C'est au nom, n'est-ce pas, de la transparence. Hein, il faut aujourd'hui séparer le politique du judiciaire. Il faut qu'on puisse permettre à la CREI de travailler. Hein? Et ces gens qui ont mis ce pays dans cette situation-là, que ces gens-là puissent payer. C'est ça qu'on attend d'eux. Mais si on regarde de Abdou Diouf à Macky Sall, toutes les institutions de lutte contre la corruption qui ont été créées ont semblé inefficaces dans le travail. Même si, du point de vue formel, ils font le travail qu'il faut, mais les résultats qui sont attendus n'ont pas été à la hauteur des attentes des Sénégalais. Qu'est-ce qui explique cela? Que même l'OFNAC aujourd'hui, le travail qu'il est en train de faire, et pratiquement le procureur ne bouge pas sur beaucoup de dossiers qu'il reçoit par rapport à l'OFNAC. Et la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion, qui est devenue peut-être l'OFNAC aujourd'hui, qui ne fait rien. La CREI est en train de dormir. Sous Senghor, il y a eu un lampus qui a payé, c'était M. Bekaï Diarra. Voilà. Oui, bon, je dirais à ce niveau tout simplement que la lutte contre la criminalité financière, Abdou Diouf n'a rien fait. Hein. Absolument rien. Absolument rien. Ce qu'il avait fait, c'est le programme de bonne gouvernance qui n'a jamais démarré avec lui. Hein. Donc, c'est avec Abdoulaye Wade que ça a commencé, et Abdoulaye Wade a créé sa commission nationale. C'était sa commission à lui. Hein. Les rapports lui étaient transmis sous forme de notes. C'était des notes qu'on lui donnait. Notes, je vous dis, notes au président de la République. Il dit, oui, non, gardez-moi ceci, mettez-moi ceci. Donc, voilà. La CNLCC, c'était absolument rien du tout. Elle était inefficace. D'abord, les gens qui y étaient ne maîtrisaient pas, en tout cas, la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité financière. C'est des gens qui ne maîtrisaient pas. Hein, dans l'affaire Segura, je l'ai dit dans le livre d'ailleurs,
Quand le défunt président a été interrogé, mais il s'est mis à dire, ah non, non, nous on ne s'occupe pas de politique, on s'occupe de la lutte contre la criminalité. C'est là pour vous dire comment ce monsieur, je le regrette aujourd'hui, il est décédé, ignorait la mission que devait avoir la CNRCC. Bien. Abdoulaye Wade a voulu mettre de la poudre dans les yeux des bailleurs de fonds. Il voulait, si vous voulez, donner une autre image du Sénégal, alors qu'on savait qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Macky Sall, quand il est venu pouvoir aussi, il a dit que j'ai hérité des dossiers, j'ai mis un coude sur certains dossiers. Cette phrase a heurté beaucoup de gens qui luttaient contre la transparence. Oui, ça je crois que c'est une erreur de communication. Hein. Ça, à mon avis, c'est une erreur de communication. S'il l'a dit, il ne devait pas le dire. C'est une erreur de communication. Mais ce qui est clair aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le livre, la corruption, le détournement de deniers publics, en un mot, la criminalité économique et financière fait partie des éléments qui ont fait basculer Abdoulaye Wade. Et Macky Sall l'a bien compris. Quand il est venu, il a mis sur place l'OFNAC. L'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, qui en réalité devait avoir beaucoup plus de pouvoir. Beaucoup plus de pouvoir. Et je me rappelle le premier texte qui avait été, sur lequel certaines personnes ont eu à travailler, mais donné à l'OFNAC beaucoup de prérogatives. Mais ce texte a été par la suite dévoyé, bon, par qui j'en ai parlé dans le livre. Donc, l'OFNAC est là, elle a sa mission d'enquête administrative. Elle n'a pas une mission judiciaire ni policière. Elle a une enquête administrative, elle n'est même pas... Mais est-ce que ce n'est pas ça les limites de l'OFNAC? Non, l'OFNAC, ses limites ne sont pas uniquement l'enquête administrative, c'est ça sa mission. Une enquête administrative, elle ne peut pas aller au-delà de ça. Mais la limite fondamentale de l'OFNAC, c'est il n'a pas une autonomie de décision. Une autonomie de décision pour les actes qui relèvent de sa compétence. Il n'a pas également le procureur et maître des poursuites. Le procureur et maître des poursuites, ça c'est extrêmement important. Ce qui n'est pas le cas en matière de blanchiment de capitaux et de délits douaniers. Le procureur a l'obligation, comme je le dis souvent, de transmettre immédiatement un dossier qu'il reçoit de la CENTIF, un rapport, à un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Ce n'est pas le cas de l'OFNAC. Et c'est l'une des faiblesses du dispositif national de lutte contre la corruption. Et j'ai proposé dans le livre qu'on puisse le corriger. Oui. Il y a aussi l'annonce des parquets financiers dont on a parlé au Sénégal. Jusqu'à présent, ça semble une arlésienne. Non, il n'y a pas que le parquet financier. Mais il y a la formation aussi des magistrats. Mais pour juger des affaires de corruption, de blanchiment d'argent, il faut être formé. Hein, c'est pas des... Ceux qui font la corruption et le blanchiment, mais ce n'est pas de petits monsieur. Est-ce que pour vous, il y a une réelle volonté de lutter contre la corruption et la concussion dans ce pays? Si les magistrats ne sont pas formés, ils ne savent pas le rouage par lequel passer pour prendre les bandits à col blanc, entre guillemets, et si l'OFNAC n'a pas les moyens d'aller au-delà de ce qu'elle a comme enquête administrative, si le procureur maître des poursuites lui-même des fois ne poursuit pas, ça dépendra peut-être de l'humeur du pouvoir qui est en place, il y a un problème. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, la lutte contre la corruption découle d'une volonté politique. Et cette volonté, c'est... Vous sentez-vous une volonté réelle politique? Non, il y a eu une volonté du point de vue de la mise en place des organismes et institutions de lutte. Mais d'aller jusqu'au bout, non? Bon, maintenant le problème qui se pose, c'est quoi? C'est de corriger les failles. Les failles ont été décelées. Parmi ces failles, il y a quoi? Mais il y a la formation des magistrats, du parquet comme du siège, en matière de lutte contre la criminalité économique et financière. Il y a une plus grande indépendance des magistrats. Il y a également la suppression de cette anomalie, d'ailleurs que la Convention de Mérida ne reconnaît pas, hein, qui fait du procureur le directeur des poursuites en matière de lutte contre la corruption. C'est une faille fondamentale. Donc si l'État veut quand même donner l'image, en tout cas, d'une volonté politique de lutter contre la corruption, il faut que ces failles-là soient levées. Il y a aussi, oui, votre livre sort au moment où on parle des Pandorama Papers, oui, où dans cette enquête internationale
trafic de fisc et de blanchiment, Oui. et de corruption, et de paradis fiscaux. Oui. Il y a 20 sociétés sénégalaises à 50 qui sont concernées, qui ont mis de l'argent dans des paradis fiscaux. Oui. Et dans cette aussi littérature qui était sortie, Denis Strauss-Kahn, l'ancien patron des FMI, est venu au Sénégal, a gagné plus de 500 et quelques millions de francs CFA. Pour le moment, on ne sait pas qui a payé cet argent à Denis Strauss-Kahn, au nom de quoi on lui a payé. Oui, mais vous savez, dans cette affaire de ce qu'on appelle aujourd'hui les Pandora Papers, moi je crois que ce que la Commission internationale des journalistes d'investigation a omis, à mon avis, c'est, mais en réalité, quelles sont les banques qui sont présentes dans ces places offshore? C'est les banques européennes et américaines. Dans toutes les places offshore, dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux, mais qui prend l'argent? L'argent va où? Vers les banques européennes. Ceux qui aujourd'hui revendiquent la transparence. Mais ça, c'est extrêmement grave. Ça aussi, il faut le signaler. Hein? Mais pour cette affaire-là, l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, il faut aussi que les gens soient prudents. Quelles sont les conditions dans lesquelles Dominique Strauss-Kahn a gagné ce marché? Là, on ne l'a pas dit. Et ce n'est pas l'État du Sénégal aussi qui a mis l'argent dans ce paradis fiscal. Hein, qui a mis l'argent. Par devoir de transparence, on doit dire pour quel service il a travaillé. Oui, il a été payé pourquoi? Oui, mais ça, aujourd'hui, on peut le faire. C'est-à-dire, a posteriori, on peut le faire. Aujourd'hui, on peut faire une enquête, des investigations pour voir dans quelles conditions, quand même, parce qu'on a cité le Sénégal. Je crois qu'il est bon aujourd'hui qu'on puisse faire des investigations, hein, faire du renseignement pour voir, en tout cas, comment cet argent a été gagné par Dominique Strauss-Kahn et comment il a été payé. Oui. Quel est le compte sur lequel le virement a été fait. Et tout cela est possible. Et ces sociétés qui sont au Sénégal, qui font de l'optimisation entre guillemets fiscale, qui sont dans les paradis fiscaux, qui mettent là-bas l'argent qu'ils devaient payer à l'État du Sénégal, qu'ils prennent cet argent et le mettent ailleurs. Oui, oui, mais il faut préciser, Alassane, l'optimisation fiscale est différente de l'évasion fiscale. Hein. Et l'évasion fiscale? Oui, c'est l'évasion fiscale. L'optimisation fiscale n'est pas illégale. Oui, mais l'évasion fiscale, c'est un délit. C'est aujourd'hui, je crois que la Direction générale des impôts a pris bonne note, en tout cas de ces éléments d'information, et elle va faire ses investigations. C'est l'intérêt, en tout cas, de ces informations. Ce que dénonce beaucoup de Sénégalais, c'est le manque de sanctions. On constate des fois dans ce pays qu'il y a des dégâts qui ont été faits, il y a la clameur publique qui s'en saisit, on en parle pendant 2 ou 3 mois, on retourne aux vieilles habitudes, comme si rien n'était. C'est des dossiers qui sont enterrés, comme d'ailleurs tous ces dossiers que vous avez cités dans votre livre, oui. De Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade, jusqu'à Macky Sall aujourd'hui. Beaucoup de dossiers sont soulevés sans suite. Oui, mais on ne peut pas sanctionner sans preuve aussi. Hein. Je dis que par exemple pour les Pandora Papers, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire des investigations. Les organismes chargés de la lutte, chargés de la transparence, de la lutte contre, en tout cas, la criminalité économique et financière et du blanchiment d'argent peuvent rentrer dans la danse, voir en termes de renseignements quelques informations ils peuvent tirer sur la base de leurs relations et du partage d'informations qui est souvent de mise dans ce genre d'affaires. La Direction générale des impôts et domaines également peut, à mon avis, regarder de près la comptabilité de ces sociétés-là pour voir si c'est de l'évasion fiscale ou c'est de l'optimisation fiscale. C'est important. Donc, mais il faut sanctionner. Il faut sanctionner administrativement et de façon et au plan judiciaire. Si on ne sanctionne pas, on n'aura pas de résultat. Il faut qu'on sanctionne. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour atténuer cette corruption à grande échelle? Parce que le Sénégal va vers une situation inédite. On parle de ressources minières, financières, ressources avec gaz, pétrole qui sont attendues. Et on sait que quand ce genre de situation arrive dans un pays, les fraudeurs aussi sont plus ingénieux. Essaient de faire beaucoup de choses. Les grosses entreprises signent des contrats avec l'État du Sénégal, en dribblant l'État dans les quotas, dans les barils qu'on doit mettre. Si, par exemple, on doit mettre 60 litres, ils le minimisent en disant qu'ils ont fait 5 litres. Si les gens ne sont pas outillés, ils ne peuvent pas savoir. Des vols sont organisés.
Est-ce qu'on est outillé au Sénégal pour lutter contre ça? Oui, vous savez, Alassane, j'ai fait une quarantaine de propositions pour améliorer le dispositif national de lutte contre la délinquance économique et financière. Et parmi ces mesures, il y a l'amélioration, si vous voulez, des organes l'amélioration de l'opérationnalité des organes de lutte. Hein? L'OFNAC et la CENTIF, d'abord. Hein? Créer le dialogue entre ces structures-là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. La Commission nationale de lutte contre la corruption, elle est efficace au Nigeria. Pourquoi? Parce que cette commission de lutte contre la corruption assure la tutelle de la NFIU, la CENTIF nigériane. Alors qu'ici, il n'y a pas le lien. Non seulement ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas de link. Aujourd'hui, on devrait pouvoir permettre à l'OFNAC, à travers une modification de la loi, sur le blanchiment d'argent, une petite modification, faire de l'OFNAC un organe déclarant dans ces enquêtes, la corruption étant une infraction de base. S'il y a des informations qui peuvent intéresser la CENTIF, de faire une déclaration à la CENTIF. Est-ce que ce n'est pas fait de façon volontaire pour neutraliser l'OFNAC et la CENTIF? Oui, non. Ça peut être également par ignorance. Par ignorance. Il faut corriger aujourd'hui. Il faut corriger. Il faut également faire de sorte que à assurer, si vous voulez, la protection de ces organismes, particulièrement l'OFNAC. Il faudrait qu'on constitutionnalise, si vous voulez, la création de l'OFNAC. Que la création de l'OFNAC apparaisse dans la Constitution, demain personne ne pourra modifier. Hein? Que les déclarations de patrimoine concernant certaines autorités puissent apparaître dans la Constitution, pas en décret. Hein? Qu'on puisse également poser des actes forts concernant, si vous voulez, l'indépendance des magistrats. C'est important. C'est important. Il faut que le magistrat soit exclusivement sous l'autorité de la loi. Ça est extrêmement important. Dans les textes, les magistrats sont indépendants, s'ils veulent être indépendants. Oui, mais je dis qu'ils soient sous l'autorité de la loi. C'est ça l'indépendance en réalité. C'est mais il faudrait aussi... Il faudrait bien qu'on veuille être indépendant pour l'être. Il faut également, il y a une volonté personnelle. Il y a une volonté personnelle. Moi, je dis que une fois à la CENTIF, c'est une anecdote, hein, le ministre de l'Intérieur qui m'appelle pour me dire oui, M. Khan, le président de la République demande qu'on débloque le compte d'une personnalité étrangère qui est devenue aujourd'hui une autorité, la première autorité d'un pays. On a bloqué ses comptes. Ici au Sénégal? Ici au Sénégal. J'ai dit, mais c'est pas moi de débloquer. Dites au président de la République d'appeler la justice. C'est pas moi. Donc, tout cela pour vous dire que... C'était qui cette personnalité? Hein? C'était qui? Non, je préfère le taire quand même. Et l'exercice aujourd'hui? Oui, non, il a vécu il est passé dans ce pays. Mais il est devenu aujourd'hui le premier magistrat de son pays. Donc, voilà. C'est en Afrique? Non, à l'époque, vous savez, hein? C'est en Afrique ou en Europe, cette personnalité? L'africaine ou européenne? En Afrique. Donc, d'ailleurs, je dis souvent aux gens, quand ils disent que l'argent ne circule pas, l'argent circulait à l'époque, tel président, ça circulait, il y avait beaucoup d'argent, etc. Mais d'où venait cet argent-là? Mais l'argent était sale, l'argent qui circulait. Ah oui? Mais oui, c'était de l'argent sale, c'était de l'argent de la drogue. C'est cet argent qui circulait là. Bon, maintenant, il y a un contrôle beaucoup plus... À ce niveau, hein, il y a un contrôle quand même beaucoup plus pertinent. Mais quand vous regardez le boom immobilier qu'on a connu à Dakar jusqu'à présent, il est présent à Dakar. Mais écoute... On dit quand le bâtiment va, tout va. Mais au Sénégal, le bâtiment va, rien ne va. Oui, ça continue, certainement, parce que aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal est devenu, depuis la fermeture de la route des Caraïbes, est devenu une zone de transit et aussi une zone de consommation de la cocaïne.
Ça, c'est clair, personne ne peut l'ignorer aujourd'hui. Au regard des nombreuses saisies qui ont été faites par la gendarmerie, la douane, etc. etc. Donc, ce phénomène-là subsiste. Mais à un moment donné, mais c'était extraordinaire, ça coulait de partout. Mais il y a un phénomène nouveau avec votre livre. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la numérisation, de la digitalisation. Comme on l'a dit, les bandits à col blanc s'adaptent à toutes les réalités. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet n'est pas un lieu de non-liberté par rapport à ces criminalités? Mais tout à fait, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les crimes émergents, hein, du crime organisé. Il y a ce qu'on appelle les crimes émergents, les crimes nouveaux. Et vous savez, la particularité des criminels à col blanc, comme vous le dites, c'est cette faculté d'adaptation. Mais c'est de grands intellectuels qui sont autour d'eux. Hein? De grands intellectuels, de grands financiers, de grands économistes. Donc, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Et il faut aujourd'hui être très perspicace pour pouvoir les contrer. Merci infiniment. Nous étions avec Ngouda Fall Kane, qui est titulaire d'un baccalauréat de série D, 1974, de maîtrise en économie, 1978, d'un DSS en analyse économique et planification, 1980, et d'un DSS en banque et finance, 1986. Il a été à l'École nationale d'administration de la magistrature au Sénégal, d'où il est sorti breveté en 1980 dans l'administration sénégalaise, dont 25 ans en qualité de comptable direct du Trésor payeur percepteur, TPR, RGT et PGT, avant de présider de 2005 à 2011 la CENTIF. Il vient de sortir un livre qui s'intitule « Criminalité financière en Afrique et moyens de lutte, l'exemple du Sénégal ». Merci d'avoir été avec nous, Ngouda Fall Kane. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à tous ceux qui suivent ITV et Questions Directes. Nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon jour.